Bien, nous pouvons reprendre et je voudrais consacrer cette deuxième partie d'aujourd'hui à la construire à partir d'un détail que l'on rencontre dans le récit du captif. J'avais rappelé que tombé amoureux de Zoraïda, qui est la fille de ce riche marchand d'Alger, la rencontre n'est pas aisée, et à un moment donné, Viedma s'arme de courage et entre dans le jardin de la maison de Zoraïda, et la première personne évidemment sur laquelle il tombe, la première personne qu'il rencontre, peut-être malheureusement, c'est le père de Zoraïda. Donc il décrit la scène de la façon suivante. La première personne que j'y rencontrai fut son père. Celui-ci me parla dans une langue employée par toute la barbarie et même à Constantinople, entre les esclaves et les morts, et qui n'est ni du mauresque ni du castillan, mais un mélange de toutes les langues dont nous nous servons pour nous entendre tous. Je disais donc que dans cette manière de langage, il me demanda ce que je cherchais dans son jardin et qui j'étais. Je lui répondis que j'étais l'esclave d'Arnaote Mami, et je lui dis cela parce que j'avais la certitude que c'était son ami intime, ajoutant que je cherchais toutes sortes d'herbes pour en faire une salade. Il me demanda ensuite si j'étais ou non captif de rançon et combien mon maître demandait pour moi. Pendant toutes ces questions et réponses, la belle Zoraïda sortit de la maison. Donc cette rencontre, un peu inopinée dans le jardin, il invente qu'il est l'esclave de Arnaote Mami, cette obsession servantine, puisque c'était lui qui l'avait capturé, mais alors que ce n'est pas le cas dans le récit. Il n'est pas esclave de ce personnage, mais simplement il pense que c'est un ami du père de Zoraïda et que cela pourra l'aider. Mais le détail est évidemment celui-là. Il me parla dans une langue qui était ni du mauresque, ni arabe, ni castillan, mais una mezcla de todas las lenguas, un mélange de toutes les langues. Et du coup, je pense qu'on peut s'arrêter un temps sur non seulement les textes sans frontières, mais aussi les langues sans frontières. Et il y a plusieurs manières d'aborder cette question. La première que l'on a rencontrée au fil des cours, qui est la connaissance des langues étrangères dans une situation donnée, et en particulier la connaissance du castillan dans l'Europe française, dans l'Europe France ou Angleterre, et de nombreuses traces de cela, c'est donné par la circulation, la lecture, l'appropriation des œuvres de la littérature du siècle d'or en dehors du monde ibérique. Mais il y a évidemment une deuxième manière de penser aux langues sans frontières, qui est celle-ci, c'est-à-dire l'invention, la production de langues qui sont des langues communes, cette langue qui est ici employée par toute la barbarie et même à Constantinople, c'est-à-dire dans le monde du Maghreb et dans l'Empire ottoman, et qu'on appelle communément la lingua franca. Et je voudrais m'arrêter un temps, même si c'est un peu un excursus, mais je crois que c'est une question intéressante, cette question des langues qui franchissent les frontières, soit parce qu'elles sont apprises, soit parce qu'elles sont communes. Et je m'appuierai ici sur un très beau livre de Jocelyne Daclia, D-A-K-H-L-I-A, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui a pour titre Lingua Franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée. Et je crois que ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur cet ouvrage et donc ce à quoi il renvoie, c'est-à-dire la construction, l'utilisation d'une langue sans frontières faite de la mesclade, du mélange, du métissage de toutes les langues. Alors la première description qu'on rencontre de cette lingua franca, comme le rappelle Jocelyne Daclia, c'est dans un texte de 1612 de Diego de Aedo qui s'appelle Topografía e Historia General de Argel, la topographie et l'histoire générale d'Alger, texte de 1612 et de Aedo, H-A-E-D-O. Et voilà comment Aedo décrit les langues que l'on parle à Alger, lieu donc du bagne de Viedma et de Cervantes.
On parle 3 langues à Alger. Le turc, que pratiquent les Osmanlis entre eux avec leurs renégats, donc l'administration, le pouvoir des Ottomans. Cette langue, elle est parlée aussi, donc, non seulement par les Ottomans entre eux avec leurs renégats, des morts, et aussi beaucoup de captifs chrétiens parlent très bien cette langue par suite de leur fréquentation avec les Turcs. Évidemment, les esclaves du roi ou les esclaves de certains particuliers qui sont des Turcs installés au Maghreb. La deuxième langue est l'arabe, qui est généralement usité par tous, non seulement les Maures, mais les Turcs, pour peu qu'ils séjournent quelque temps à Alger, et les chrétiens, nécessairement en rapport avec les indigènes. Ceux-là parlent l'arabe, peu ou beaucoup. La troisième langue en usage à Alger est la langue franque, lingua franca, ainsi appelée par les musulmans. Non pas qu'en la parlant, ils croient s'exprimer dans la langue d'une nation chrétienne quelconque, mais parce que, au moyen d'un jargon usité par eux, ils s'entendent avec les chrétiens. La langue franque étant un mélange de divers mots espagnols ou italiens pour la plupart. Il s'y est aussi depuis peu glissé quelques mots portugais, après qu'on eut amené à Alger, de Tétouan et de Fès un très grand nombre de gens de cette nation, faits prisonniers dans la bataille que perdit le roi du Portugal, Don Sébastien. Joignez à cela la confusion et le mélange de tous ces mots, leur mauvaise prononciation par ces musulmans qui ne savent pas conjuguer les modes et les temps des verbes comme les chrétiens à qui ces mots appartiennent, cette langue franque n'est qu'un jargon, ou plutôt un parler de nègres arrivés de son pays. Un hablar de negro bozal, traído a España de nuevo. Et vous voyez la référence ici avec ce qu'on a déjà rencontré, c'est-à-dire se parler des esclaves noirs qui n'ont pas la maîtrise du castillan et qui sont désignés comme bozales. Donc la lingua franca est assimilée à cette langue des noirs bozales et récemment amenée en Espagne. Pourtant, ce jargon est d'un usage si général que l'on emploie pour toutes les affaires et toutes les relations entre Turcs, Maures et chrétiens, et elles sont nombreuses, de sorte qu'il n'est point de Turcs, de Maures, et même parmi les femmes et les enfants, qui ne parlent couramment ce langage et ne s'entendent avec les chrétiens. Voilà qu'il y a une première description, 1612, contemporaine des Novelas Ejemplares, dans lesquelles on voit que cette langue est une langue désignée ainsi par les Turcs ou les Maures, et qu'ils l'utilisent dans le rapport avec les chrétiens, que c'est une langue qui est una mescla, puisqu'il y a les mots italiens, espagnols, et après la bataille perdue par le roi de Portugal en 1576, l'arrivée comme captive de Portugais et qui ont ajouté une part de leur propre vocable dans le lexique, et que c'est une langue qui n'a ni genre, il n'y a pas de singulier ou de pluriel, et qui n'a pas non plus de temps pour les verbes, qui se donnent toujours à l'infinitif. C'est une langue directement liée à l'esclavage, aux captures, aux conversions, et de là le parallèle avec la langue des esclaves africains. Et c'est une langue parlée pour les affaires, les relations entre les musulmans et les chrétiens. L'enquête que Jocelyne Daclia a faite sur cette lingua franca est une enquête difficile parce que rares sont les traces laissées des usages de cette lingua franca. Du côté du monde ottoman ou maghrébin, les mentions dans les sources anciennes sont rares, sans doute par un mépris pour une langue qui n'a pas de statut de dignité linguistique, pour l'idée d'élimination de toute forme d'interaction, d'acculturation entre les mondes musulmans et les mondes chrétiens, sans doute aussi une réticence donc proprement religieuse, et finalement on arrive à une sorte de négation de l'emploi, enfin de négation de l'emploi de cette langue
aussi massif que le désignait Haedo dans l'historiographie maghrébine. Et du côté des sources européennes, il y a le même silence ou le même oubli, puisqu'elle privilège une forme d'orientalisme, c'est-à-dire l'attention aux langues de culture que sont l'arabe ou le turc, et aussi par le fait que tant l'utilisation diplomatique ou l'utilisation politique par des ambassadeurs ou par des résidents, ce qui est mis en avant, c'est leur connaissance de la langue arabe ou de la langue turque et le silence passé sur l'utilisation de la lingua franca alors même qu'il la connaissait. Josine Daclia donne un exemple de cette forme d'occultation par un ambassadeur français qui s'appelle le chevalier d'Arvieux et qui rencontre le bey de Tunis, c'est texte du milieu du XVIIe siècle. Darvieux écrit « Je le saluais en entrant. Il me reçut avec ce compliment d'italien corrompu qu'on appelle langue franque et dont on se sert ordinairement à Tunis. Benvenuto, como esta, bono, forte, grand merci. Je ne savais pas assez de ce jargon pour m'en servir en lui parlant. Je lui parlais en turc et lui exposais le sujet de ma visite et de notre voyage. Le bonhomme fut ravi de m'entendre parler sa langue. Et on sait par ailleurs que Darvieux a été le conseiller de Molière pour le bourgeois gentilhomme, et en particulier pour le parler en lingua franca de la turquerie finale du quatrième acte. Donc il connaissait parfaitement cet usage, mais là, la position à la fois dans le rapport diplomatique et dans la revendication culturelle fait qu'il écarte cette manière de parler avec le bey de Tunis, le dey de Tunis, et il lui parle immédiatement en turc. Il y a là les attestations difficiles à trouver des emplois de cette lingua franca et qui se rencontrent plus facilement chez les voyageurs qui n'ont pas de prétention savante ou érudite de connaître les langues turques ou arabes, et d'autre part qui ont fait des séjours plus brefs en terre d'islam, qu'ils ont traversé, voyagé. Et du coup, il n'y a pas de cet apprentissage de l'arabe ou du turc. On voit donc du coup que la légitimité savante ou culturelle ou diplomatique implique l'occultation de la lingua franca, même lorsqu'elle est connue, mais l'occultation dans les relations ou l'occultation dans les récits des relations, et que d'autre part, où on peut la retrouver, c'est ce qu'on pourrait dire dans le regard plus immédiat, moins cultivé d'un certain nombre de voyageurs occasionnels. Mais l'enquête menée par Josine Daclia sur cette langue sans frontières, ni confessionnelle, ni ethnique, ni nationale, est intéressante parce qu'elle bouscule beaucoup des idées reçues à propos de la lingua franca. D'abord, dans la mesure où cette langue a été tenue longtemps pour une langue des espaces de contact entre donc les ports, les côtes, des activités de contact comme la diplomatie, malgré ce que je viens de montrer dans son distance, des ambassadeurs qui connaissent les langues turques ou arabes, et le commerce, que c'est donc une langue des espaces publics, une langue des hommes et une langue de la barbarie, c'est-à-dire le Maghreb, essentiellement. Or, ce que montre une enquête méticuleuse comme celle qui a été menée est une vision un peu différente. D'abord, parce que la lingua franca elle est utilisée dans tout le bassin méditerranéen et pas seulement dans le Maghreb, et qu'elle inclut le Levant. D'autre part, que c'est aussi une langue domestique et pas simplement une langue publique de l'échange commercial, mais une langue domestique qui peut même être une langue conjugale lorsqu'il s'agit d'union
entre des Turcs ou des habitants du Maghreb avec des femmes chrétiennes, ou bien encore lorsqu'il y a dans une maisonnée une présence forte d'esclaves ou de domestiques chrétiens, le lingua franca devient la langue de l'échange quotidien, de l'échange ordinaire lié avec cette mixité possible dans les unions ou avec cette présence des esclaves domestiques. Et du coup, c'est une langue qui pénètre aussi à l'intérieur des terres, ce n'est pas simplement une langue de côte ou une langue de port, mais dans la mesure où elle accompagne des captifs qui peuvent être aussi redistribués sur les terres de l'intérieur ou sur les villégiatures ou les villas possédées par de riches marchands ou administrateurs en dehors même des villes. Et c'est une langue qui est parlée aussi dans une partie de l'Europe occidentale. Ça, c'est aussi un point important, non seulement au Maghreb, non seulement au Levant, mais aussi dans l'Europe occidentale, du fait de deux présences arabes ou turques importantes. L'une qui est liée à des fugitifs, des réfugiés venus pour des raisons des conflits politiques à l'intérieur des souverainetés du monde musulman, se réfugier en Espagne ou au Portugal. Et puis d'autre part, comme on l'a vu avec le celoso extremeño, le jaloux d'Extremadure, le fait qu'il y a des esclaves musulmans ou des esclaves musulmanes venus des terres de l'Europe centrale ou du monde du Proche-Orient sont présents dans les villes d'Occident. Et donc, du coup, on a une langue qui a une ère d'usage infiniment plus vaste que ce que l'on dit d'habitude, une ère qui est une ère qui comprend du Levant jusqu'à la péninsule ibérique, tous les territoires, et d'autre part qui n'est pas simplement une langue d'échange dans des situations de commerce et de trafic portuaire, mais qui est une langue qui pénètre plus profondément dans des relations qui peuvent être des relations de maître à domestique ou esclave, ou des relations à l'intérieur même de la famille entre des personnages, des individus d'origine différente. Ce qui reste, c'est que même si elle a cette emprise ou cette présence plus massive que les sources, soit chrétiennes, soit musulmanes, pourraient laisser penser, elle reste une langue de la liminalité, une langue de la rencontre dans la capture ou dans le bagne. Un témoignage intéressant est le témoignage d'un flamand qui s'appelle Emmanuel Aranda et qui a été capturé en 1640, qui est captif à Alger, c'est le troisième qu'on rencontre, après Cervantes ou après Viedma, et qui décrivait ainsi la violence qui est liée à l'usage de cette langue franque, puisque c'est la langue employée par les Ottomans ou les habitants de la barbarie du Maghreb en rapport avec les esclaves chrétiens. Le lendemain, le jour n'était pas encore levé, donc écrit Aranda dans ces sortes de souvenirs de captivité. Le gardien entra au bain, puis la traduction de bagno c'est difficile parce que ce n'est pas strictement une prison et en même temps ce n'est pas des bains au sens classique. Et donc lui, dans son texte du XVIIe, il emploie bain, mais pour désigner ce que l'on a vu, c'est-à-dire des espaces relativement ouverts dans lesquels néanmoins les captifs chrétiens sont enfermés. Il commença à crier « Surfa cani » Abbasso canala, c'est-à-dire levez-vous, chien, abbas et canaille. Ce fut là le bonjour. Aussitôt, il nous fit marcher vers un faubourg appelé Bab el-Oued, où nous trouvâmes tous les outils pour faire des cordes, et sans connaître le métier, il nous fallait travailler. Mon compagnon Régis Sagnier et moi, nous devions tourner la roue, ce que nous fîmes à toute force et diligence, parce que le gardien criait continuellement « Forti, forti !» et nous pensions que cela signifiait « vite » et en franco, lingua franca, franco.
C'est le langage, dit-il, commun entre les esclaves et les Turcs, et aussi entre les esclaves d'une nation à autre. C'est un langage mêlé d'italien, d'espagnol, de français, de portugais. Autrement, il serait impossible de commander leurs esclaves, car en notre bain ou bagne, entre 550 esclaves, on parlait 22 langages. Forti signifiait doucement. Et comme par son cri, il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il vint à grands coups de bâton nous enseigner ce que signifiait forti. Et donc on voit qu'il y a même aussi un usage entre des captifs qui seraient d'origine si différente qu'aucune langue commune ne serait possible, sauf cette lingua franca normalement construite, utilisée par les Maures ou les Ottomans pour s'adresser aux esclaves. Cette langue est la langue donc de la violence de la rencontre, dans un sens, liée à la capture et à la captivité. Et du coup, c'est une langue qui n'existe pas, par exemple, dans des rapports entre musulmans, même s'ils sont d'origine évidemment diverses et de langues diverses, et posant la question qu'Aedo mentionnait, le turc et l'arabe parlé à Alger. Mais la lingua franca n'est pas une langue d'usage entre musulmans. Et d'autre part, dès qu'une intégration de renégats, on en a vu ce matin, d'Albanais, de Vénitiens, se fait, là aussi, c'est une langue abandonnée au profit du turc ou de l'arabe, qui sont les langues de l'administration, même lorsqu'elle est exercée par des renégats chrétiens dans le Maghreb, en Maroc par exemple, ou à Constantinople, puisque là, dans le monde ottoman, il y a une possibilité de mobilité sociale ascensionnelle, y compris pour ceux qui étaient d'une toute autre origine que turque, ottomane ou arabe, mais qui ont été convertis, se sont convertis à l'islam. Il y a un très beau livre de Lucile et Bartholomé Benassar qui a pour titre Les chrétiens d'Allah et qui porte sur le phénomène massif et souvent sous-estimé des renégats pour, évidemment, l'Église catholique ou les églises chrétiennes. On voit qu'il y a là d'ailleurs une réflexion possible que l'on peut faire sur la discordance entre les possibilités d'intégration des renégats chrétiens dans les sociétés ou les administrations ou les armées en terre d'islam, et avec un faible, mais en même temps un très faible intérêt savant pour la langue de l'autre. Une des conditions de cette intégration, c'est non seulement la conversion à l'islam, mais c'est aussi la capacité à maîtriser la langue du arabe ou turc, et sans qu'il y ait par ailleurs beaucoup d'études savantes ou érudites sur les langues européennes, et le contraste avec des sociétés européennes où il y a bien sûr ce développement d'un intérêt érudit pour les langues turques, arabes, mais en même temps une très faible possibilité d'intégration, même pour des convertis au christianisme. La langue lingua franca est une langue fondamentalement d'oralité. Elle est très rarement écrite, seulement parfois lorsqu'il s'agit de transcrire, comme on le voit dans le cas de ces témoignages, la parole vive. Et donc il faut bien là la transcrire. Et donc on la trouve transcrite dans des récits de captivité, comme celui d'Aranda, avec une attention particulière dans ce cas-là sur le vocabulaire de l'insulte ou sur le vocabulaire de l'arbitraire, ou bien quelquefois elle peut être une langue inscrite dans le cadre d'un passage entre la langue romane et une intégration dans une langue turque ou ottomane comme étape intermédiaire. Mais la dominante, c'est cette idée d'une langue purement d'oralité. Alors que lorsqu'on se déporte sur la manière dont la langue est apparue dans les textes
de la littérature occidentale, on voit que c'est une langue qui passe d'abord comme l'identification de la langue de l'autre et comme finalement identifiée avec la langue des Turcs, et non pas comme si les Turcs parlaient turc. Et c'est là l'utilisation littéraire dans le XVIIe siècle français, c'est-à-dire la lingua franca comme le marqueur, l'identification de la langue des Turcs, et on peut le dire aussi de la langue de l'islam. Alors comme je le rappelais, une des utilisations les plus spectaculaires et où l'ambassadeur d'Arvieux était partie prenante, c'est la manière dont Molière utilise la lingua franca dans la turquerie du malade imaginaire lorsque les personnages font croire au bourgeois gentilhomme, lorsqu'ils lui font croire qu'il va être élevé à la dignité de Mamamouchi par les Turcs qui sont là présents à Paris. Alors ces Turcs de fantaisie lui explique que c'est un équivalent, ce titre de Mamamouchi, de paladin, donc de chevalier de la tradition aristocratique. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Molière a repris deux fois cette scène, en première fois dans le texte tel qu'il est en 1670, et d'autre part tel qu'il est en 1682 dans la première édition des œuvres après la mort de Molière qui est publiée à Paris. Et il y a de petits écarts qui sont intéressants. D'abord, on voit que c'est la dernière scène du quatrième acte, dans la version de 1670, que ce qui est de lingua franca, puisque la cérémonie turque commence comme cela, cérémonie turque pour ennoblir le bourgeois, elle se fait en danse et en musique et compose le quatrième intermède, puisque la musique du bourgeois gentilhomme a été composée par Lully. Alors il y a le mufti, 4 dervis, des Turcs dansants, des Turcs musiciens, et le mufti s'adresse, le mufti de fantaisie, s'adresse aux bourgeois, à M. Jourdain, avec le terme suivant: Mahameta per Giordina, mi pregar sera e mattina, voler fare una paladina de Giordina di Giordina, dar turbanta e dar scarsina, con galera e brigantina, per defender Palestina, Maometa, Mahameta. Donc c'est effectivement de la langue franque, puisqu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de temps pour les verbes, il y a ce mélange d'italien, d'espagnol, sur des mots parfois aussi français, et c'est donné comme la langue des Turcs dans cette fable, dans cette fiction. Sans doute peut-être parce que c'est le seul recours que peuvent avoir ceux qui montent cette fourberie ou cette duperie pour M. Jourdain et qui ne connaissent pas le turc, mais qui peuvent avoir connaissance d'une manière ou d'une autre, Molière par M. Darvieux, mais eux par d'autres voix, que ne dit pas la pièce, de cette langue lingua franca qui là se devient identifiée à la langue des Turcs, alors que c'est une langue que les Turcs ou les musulmans utilisent pour parler avec les chrétiens. Et avec cet arrière-fond langue des Turcs, langue de l'islam, puisqu'il y a l'invocation à Mahomet, et il y a aussi cette idée que comme paladin, que M. Jourdain, devenu Mamamouchi, doit défender Palestina, donc défendre la Palestine ottomane contre les entreprises des pays de la chrétienté. Et un peu plus loin, le mufti demande aux Turcs si le bourgeois sera ferme dans la religion mahométane et leur chante ces paroles: Starbon Turca Giordina, Ivala. Et la scène se continue où on voit que le mufti invoque Mahomet en langue franque, comme dit le texte, et dans la fin de
la Seine, il y a ce passage que je cherche dans cette version de 1670. Il lui donne donc le turban. On présente au Moufti l'Alcoran, qui fait une seconde évocation avec tout le reste des Turcs assistants. Après son invocation, il donne aux bourgeois l'épée et chante ses paroles. On voit donc que la cérémonie va loin dans l'identification entre lingua franca, langue turque ou langue des Turcs, et langue de l'islam, puisque l'invocation est faite en langue franque à Mahomet, et d'autre part qu'un Coran est sur la scène. Alors on peut s'interroger sur la signification de cet épisode, puisque, bon, d'un côté, il appartient d'une part au fait que dans le beau gentilhomme, et ça sera la fin de l'acte 5, il y a de nombreuses entrées en musique et de ballet, et donc du coup, c'était une turquerie appartient à ce répertoire. La fin de la version de 1670 du bourgeois gentilhomme est marquée aussi par d'autres entrées qui sont des entrées d'autres peuples, par exemple, des Espagnols, 3 Espagnols chantent, les Italiens, les Français, donc ce genre qu'on trouve aussi dans de nombreuses opéras-ballets d'entrées successives qui portent sur des parties du monde. De l'autre côté, effectivement, il y a eu un peu de temps avant une ambassade turque à Paris, donc un intérêt pour cet exotisme transporté dans le cœur de la monarchie elle-même, mais aussi ce qui pour aujourd'hui paraîtrait évidemment une ode blasphématoire et avec une intention particulière, doit être corrigé si on voit le texte de 1682, qui est une réécriture plus longue, beaucoup plus longue, de la cérémonie turque, et où on aurait l'impression d'un côté que la même forme de dérision, de mépris pour l'islam identifié d'abord à cette lingua franca et d'autre part à un certain nombre de gestes ou de rituels. Les derviches amènent le bourgeois qui est tout épouvanté de cette cérémonie, le font mettre à genoux, le dos tourné au mufti, puis le faisant incliner jusqu'à mettre les mains par terre, ils lui mettent l'Alcoran sur le dos et le font servir de pupitre au mufti qui fait une invocation burlesque, fronçant le sourcil, ouvrant la bouche sans dire mot, puis parlant avec véhémence, tantôt radoucissant sa voix, tantôt la poussant d'un enthousiasme à faire trembler, en se poussant les côtes avec les mains comme pour faire sortir ses paroles, frappant quelquefois les mains sur l'Alcoran et tournant les feuillets avec précipitation, et finit enfin en levant les bras et criant à haute voix « Où ?» Donc vous voyez d'ailleurs des didascalies extrêmement précises, puisque là, il s'agit de commander les gestes même de l'acteur. Pour le reste, on retrouve les mêmes paroles que l'on a vues tout à l'heure sur Dar turbanta et dascarina, donner le turban et donner l'épée, avec la galère et le brigantin, per defender Palestina, pour défendre la Palestine. Mais évidemment, l'interprétation de cette scène est peut-être est éclairée par ce qui a été ajouté en 1682 et dans lesquels on voit que ce qui est mis en question ou ridiculisé, c'est l'ensemble de rituels liturgiques ou même l'ensemble de croyances religieuses, avec la précaution de ne pas mentionner le catholicisme. Et tout le début est le mufti demande aux Turcs, dans cette version de 1682, de quelle religion est M. Jourdain, et sont énumérés ainsi les anabaptistas, Zwinglista de Zwingli, Hussita, Morista, Fronista, Pagana, Lutherana, et l'énumération Puritana, Brahmina, Mofina, Zurina, sans doute sur le surin que le jésuite étudié par De Certeau, mais qui devient là
fondateur d'une religion. C'est une interprétation possible de Zurina, et finalement il répète Mahometana, Mahometana. Mais finalement, tout le contexte inclut cette galerie des religions, et pour ceux qui interprètent évidemment Molière à la fois dans la double perspective d'un monde galant d'une part, et d'autre part d'un monde libertin, cette interprétation devient le fait que la cérémonie qui s'en prend, ou qui se prend pour objet la langue franque, qui serait la langue des Turcs, est en fait aussi une manière d'affirmer derrière ce couvert-là, derrière cette protection-là, une position de moquerie par rapport à la fois à tous les rituels liturgiques, peut-être aussi au rituel d'admission, puisque là il s'agit d'un rituel d'admission, et sans doute aussi par rapport à l'affirmation d'une forme de pluralisme, scepticisme vis-à-vis de toutes les formes de confession, puisque seul manque dans la série catholique, mais toutes les autres religions, celles des différentes confessions de la Réforme, celle de l'Inde avec Brahmina, amènent à Mahometana, mais finalement avec ce contexte qui est interprété en relation avec la volonté de Molière de se servir de cette cérémonie pour faire rire aux dépens des différents rituels religieux. Donc, mais de toute façon, ce que l'on voit là, c'est évidemment le fait que la lingua franca est devenue ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire l'identification d'une langue des Turcs. On trouverait des choses parallèles dans une comédie de Goldoni qui s'appelle L'Impresario de Smyrne, et où la lingua franca apparaît aussi comme la langue normale, la langue commune du monde ottoman. L'idée serait donc aussi, dans Cervantes, elle apparaît à plusieurs fois, et on l'a vu ici dans ce dialogue avec le père de Zoraïda et de Viedma avant d'organiser le plan, d'échafauder l'intrigue de la fuite. Ce que montrait Jocelyne Aglia, c'est qu'à partir de la fin, enfin au XVIIIe, début XIXe, cette langue va s'effacer, va disparaître, sauf pour garder l'expression lingua franca, lorsqu'on veut désigner une langue commune qui peut être parlée ou entendue par des locuteurs qui appartiennent à des traditions ou des langues différentes. Elle va disparaître dans la mesure où la course, la piraterie, les captures disparaissent progressivement au cours du XVIIIe siècle. Les historiens, en particulier l'historien anglais, j'ai oublié le nom, qui avaient construit des courbes des captures. On peut construire la courbe de la traite qui mène des esclaves africains vers les Amériques. On peut construire aussi une conjoncture à partir de différentes sources sur les captifs chrétiens en terre d'islam, mais montrant que dans ce deuxième cas, c'est un recul très fort pour des raisons évidentes à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. D'autre part, la diplomatie soit va entraîner l'apprentissage encore plus fort des langues par les diplomates, soit de l'utilisation d'interprètes, et la dépréciation de la langue franque, qui va devenir, dans nombreux textes, qualifié comme un jargon, comme un baragouin, devient plus forte encore, et il y a un signe en quelque sorte de la corruption des langues. Et elle va s'identifier progressivement seulement avec les dominés, c'est-à-dire les musulmans au service des Européens dans les villes européennes. Au XIXe siècle, on parlera de sabir, déjà c'est le terme qui apparaît dans le bourgeois gentilhomme. Alors c'est une histoire, je pense, intéressante qui mérite de l'attention dans la mesure où elle pourrait poursuivre l'analyse que j'essaye de faire sur des textes qui franchissent des frontières multiples
une analyse parallèle des langues qui ont eu le même destin, en reprenant pour cela la typologie que Umberto Eco a proposée sur ces langues qui peuvent devenir d'usage universel et non plus liées à une seule enracinement territorial. D'une part, donc, une langue qui devient langue universelle, l'anglais aujourd'hui, peut-être le français au XVIIIe siècle, le castillan au XVIe, XVIIe siècle, universel au sens d'un usage ou d'une connaissance largement répandue et d'une mobilisation immédiate. Pour l'espagnol du début du XVIe, XVIIe siècle, on en aurait de multiples traces. Je disais non seulement la circulation des textes dans leur langue originale avant toute traduction et la preuve de leur lecture. On a lu en Angleterre Don Quichotte bien avant la traduction de Shelton de 1612. Il y a de nombreuses traces dans des pièces de théâtre, y compris de Ben Jonson, de connaissances, utilisation avant la traduction de Shelton. D'autre part, cette circulation peut être prouvée, par exemple, lorsque Corneille se défend de plagiat de Guillén de Castro dans la controverse autour du Cid, et le cite sans traduction des textes espagnols dans sa défense, des romances ou des fragments de textes historiques. Comme si il allait de soi que celui qui va lire n'a pas besoin de traduction pour comprendre que ce texte est au service de l'argumentation et renforce ce que veut dire Corneille, c'est-à-dire que cette histoire qui paraît invraisemblable est pourtant véridique. Donc il y a cette premier registre qui serait les langues qui acquièrent à un moment donné un statut de langue entre guillemets universelle, qui dépasse leur propre ère originelle de circulation. Il y aurait un deuxième registre, et c'était l'objet d'ailleurs du fondamental, du livre de Eco, qui était sur les langues inventées pour être universelles. La lingua franca, avec ses moyens réduits et ses particularités que j'ai essayé de montrer, est une de ces langues qui ne correspond à aucune langue parlée par quiconque, mais qui en même temps est une concaténation de mots dans une syntaxe extrêmement simple, puisqu'il n'y a ni temps ni genre, et qui permet cette possibilité qui va se trouver évidemment renforcée puissamment au XIXe siècle lorsque vont fleurir, se multiplier des langues à destination universelle, puisqu'ils ne correspondent à aucune langue particulière. On connaît l'espéranto, mais des dizaines d'autres langues, on va dire artificielles, ont pu être proposées au cours du XIXe siècle, souvent liées avec des projets d'utopie ou bien des projets de concorde entre les peuples et les nations, donc liés au pacifisme. Une des plus grandes bibliothèques pour ces langues artificielles ou inventées, en particulier l'espéranto, se trouve à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, parce que c'était là un lieu d'ailleurs de l'anarchisme suisse, post-proudhonien, et où les langues artificielles sont investies par cette idée d'établir une concorde. Comme si finalement le fait de parler la même langue pouvait atténuer les hostilités, les conflits, les stéréotypes, les haines. Et la troisième forme, peut-être la plus contemporaine pour nous maintenant, c'est des langues qui seraient des langues formelles, qui n'auraient pas recours au langage, au sens que ce seraient des langues qui procéderaient par des signes universellement déchiffrables, renvoyant évidemment chacun à sa propre langue, mais la langue d'écriture étant une langue de signes, une langue formelle. On peut le dire évidemment sur ces rudiments de cela dans le monde numérique, avec les émoticônes dans lesquels vous pouvez indiquer des registres
de réception ou d'écriture, le plaisir, la tristesse, le questionnement, etc. Mais ces langues formelles ont une autre histoire, qui est une histoire du XVIIIe siècle, qui serait l'idée des langues qui, utilisant seulement des signes, soit corporels, soit inscrits universellement recevables, permettrait une communication sans frontières. On peut penser d'un côté à des propositions comme celle de Condorcet, avec des langues purement formelles, où seraient formalisées les opérations de l'entendement, et donc du coup une langue de signes mise en tableau ou mise en série, comme la mathématique, du coup devenant le modèle d'une langue universelle purement formelle, liée à aucun langage particulier, même si elle peut conduire à exprimer dans de pluralité de langages les mêmes idées, ou bien des langues formelles que l'on avait pu rechercher autour des gestes. C'est le XVIIIe siècle qui invente les langues pour les sourds et muets, avec l'abbé de l'Épée, pas très loin d'ici, c'est-à-dire un système formel ici par des gestes ou des mouvements des mains qui n'est pas lié à une langue particulière, mais qui peut être déchiffré à travers des langues particulières, ou bien ce qui était appelé le ballet d'action, c'est-à-dire dans une forme où la communication des concepts ou la communication des émotions pourrait, sur la scène, être universellement perçue parce qu'il y aurait une codification de ces expressions corporelles d'émotions qui sont universelles, mais qui peuvent être vécues dans des langues différentes. Et dans le XVIIIe siècle, cette recherche de cette forme pouvait s'appuyer évidemment aussi sur des codes plus anciens, qui étaient les codes de l'expression des émotions en peinture, et à travers les gestes ou les traits du visage, de donner à lire universellement une réalité qui était exprimée formellement. Et donc le ballet d'action, les langues pour les sourds-muets sont des formes de cette recherche d'une langue universelle qui ne soit pas l'universalisation d'une langue particulière, qui ne soit pas l'invention d'une langue donnée d'emblée comme universelle, mais qui passe par le répertoire de signes qui peuvent indiquer à chacun dans sa propre langue intérieure ou de communication des émotions ou des concepts ou des opérations de l'entendement dans le cas de Condorcet, des émotions dans le cas du ballet d'action du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il y a là un thème évidemment intéressant qui n'est pas tout à fait celui qui était dans le droit fil du projet du cours, mais qui en même temps en est un élément à la fois de condition de possibilité, puisqu'on a rencontré très souvent ce problème de la tension entre la nécessité de traduire ou la possibilité d'entendre dans la langue originelle. Et aujourd'hui, avec ces géographies cervantines des nouvelles exemplaires et des 3 chapitres du récit du captif, à la fin de la première partie de Don Quichotte, on a rencontré aussi la question d'une langue qui pouvait permettre la communication entre ceux qui appartenaient, dans ce cas, à des confessions, des origines, des nations radicalement différentes les unes des autres. Une autre manière, en quelque sorte, de franchir les frontières. Donc, on peut se retrouver pour la fin de ce cours, jeudi prochain, même heure, même lieu, et en poursuivant cette analyse peut-être un peu décalée de la mobilité ou de la géographie des itinéraires ou des itinérances dans les textes à la mobilité des textes eux-mêmes. Merci.